Vous êtes sur LCI, on revient évidemment à 16h13 sur cet attentat hier soir à Berlin sur le marché de Noël. 12 morts, plus de 48 blessés. Le conducteur du camion qui a fauché les victimes ne serait peut-être pas le bon. Et vous voyez ici les officiels et notamment Angela Merkel qui signaient le registre des condoléances tout à l'heure dans l'après-midi dans cette église du souvenir très proche de ce marché de Noël où un monument un peu improvisé aux victimes a également été érigé. On y revient cet après-midi sur LCI avec vous, Anne-Yvonne Ledin. Vous êtes députée socialiste de l'Hérault, mais surtout vice-présidente de la commission d'enquête relative aux attentats en France. Vous pourrez nous parler de votre expérience sur le sujet. Hélène Milliard Delacroix, vous êtes professeure à l'Université de Paris-Sorbonne et spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Et puis à vos côtés, Alain Rodier, expert du renseignement et directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Alors, dernières informations que j'ai à vous communiquer, c'est qu'un criminel dangereux serait probablement dans la nature. C'est ce que vient d'annoncer le directeur de la police de Berlin, ce qui crédite le fait que le conducteur qu'on a cru arrêter ne serait pas le bon. On va revenir d'ailleurs sur les déclarations du procureur de Berlin. Dans cet attentat terroriste, nous ne savons pas si l'auteur a agi seul ou en groupe. Nous devons aussi nous faire à l'idée que le suspect arrêté hier soir n'est peut-être pas l'auteur de l'attentat, ou en tout cas n'appartient pas au groupe qui a commis l'attentat. Alain Rodier, tout ça n'a rien de rassurant. Ça veut dire que le vrai auteur de l'attentat court toujours dans la nature et qu'il est armé. Bon, il faut être prudent. L'enquête a lieu. Les Allemands ne réagissent pas du tout comme les Français, point de vue communication, particulièrement la police. Ils sont généralement beaucoup plus discrets, voire peut-être quelquefois envoyer quelques informations qui ne sont pas particulièrement exactes. Donc pour le moment, on ne sait pas. Il est évident qu'on a parlé beaucoup de cet individu qui a été arrêté suite à une course-poursuite effectuée avec un citoyen et qu'on a tout de suite focalisé sur l'individu en donnant même une partie de son identité, puisque ses papiers d'identité avaient été récupérés. Pakistanais de 23 ans. Hein. Voilà, tout à fait. Et cette personne nie être l'auteur de cet attentat. Mais on devrait le savoir assez vite, entre les empreintes digitales, l'ADN, voire des traces d'explosifs, puisqu'il aurait tué le chauffeur polonais du camion. La police allemande va le savoir, à mon avis, très vite. Elle le sait peut-être même déjà. Elle le sait peut-être même déjà, mais donc méfions-nous de la communication des autorités allemandes qui reste toujours extrêmement prudente. Et c'est une bonne chose dans le domaine du terrorisme. Anne-Yvonne Ledin, quand vous voyez ce qui s'est passé hier soir à Berlin, vous avez étudié évidemment de très près en tant que vice-présidente de la commission d'enquête relative aux attentats en France, ce qui s'est passé à Nice. Évidemment, il y a des points communs qui sautent aux yeux. Oui, le camion en particulier. Mais apparemment, le camion là, a été volé. Il y a un assassinat a été perpétré. À Nice, le camion avait été confisqué 3 jours avant et il y avait eu des repérages qui avaient été faits par ce camion sur la promenade des Anglais. Donc l'attentat de Nice était beaucoup plus préparé que celui de Berlin à première vue. À première vue, mais ça peut aussi être des individus qui ont une démarche dans leur tête un peu étrange et qui prennent une arme épouvantable. Et l'important maintenant, c'est de se protéger de ça. En France, on a des marchés de Noël un peu partout et le travail est fait par les services de sécurité. Nous avons 70 compagnies de CRS déployées exprès pour ces questions-là sur tout le territoire national et notamment dans les endroits cruciaux et 10 qui sont aux frontières et qui s'occupent de s'assurer de tout ça. Mais vous pouvez il y a un travail de fond qui est fait. Pour autant, il n'empêche que la réalité est là. L'Allemagne a été traitée de la même manière qu'avait été la France l'année dernière. C'est toute la civilisation occidentale et c'est l'Europe et en particulier la France et l'Allemagne et la Belgique qui sont les cibles. Mais je reviens sur le mode opératoire. Beaucoup d'experts nous ont dit, par exemple, les Allemands n'ont pas appris suffisamment de l'expérience française, où là aussi, c'était pas protégé à l'époque à Nice, mais ça l'est maintenant depuis, de blocs en béton devant les cibles potentielles pour empêcher ce genre de camions suicides, de camions fous. Apparemment, il n'y en avait pas à Berlin.
Peut-être pas, je ne sais pas, mais nous, par exemple, les marchés de Noël, je le sais, à Lille, par exemple, ce sont d'énormes jarres de fleurs en béton très lourd qui protègent les entrées. Même à Montpellier, le maire de Montpellier a fait ce qu'il fallait. Pour autant, rien n'empêchera un fou d'arriver. L'arme par destination, qui est un camion, peut être transformée, il faut être lucide. Mais tout est mis en place. Les services de renseignement, et notamment les services de renseignement intérieur, y compris en province, ont été remis. Ils avaient été supprimés il y a quelques années, ils ont été remis, redéployés. On a remis des policiers partout. Et surtout, je voudrais les remercier, policiers et gendarmes. C'est quand même leur vie qui met en danger. Hein. On a assez d'effectifs, d'ailleurs, parce qu'on nous dit aussi que là, à la limite, toutes les forces de police sont dehors, mais on ne peut pas tellement faire plus. Ben, on en a remis quand même 15 000. On en a recruté 15 000 en 4 ans. Donc, mais ça veut dire que beaucoup ne vont pas prendre de week-end, de vacances de Noël, etc. Vous savez, la maire de Paris, hier, avait organisé une cérémonie pour remercier les policiers et les militaires. Et ils étaient à peine 100 à pouvoir y aller parce que tous les autres sont sur le terrain. Et donc, on peut pas. C'était une manière de gratifier un corps dans son entier. Donc oui, l'armée et la police sont complètement mobilisés. Il faut saluer leur courage, parce que quand même si on a augmenté leur protection physique avec la qualité des gilets pare-balles, sur le budget 2017, on intervient également pour leur redonner du matériel du bon niveau qu'il faut. Il n'empêche que c'est leur vie. Moi, quand j'atterris à Montpellier ou à Paris toutes les semaines, il y a 3, 4, 5 militaires qui sont là, qui portent des tenues qui font entre 20 et 40 kilos. En permanence pour protéger nos concitoyens. Alors, je vous en parlais, on vient de recevoir ce que disait le chef de la police de Berlin à propos d'un éventuel auteur de l'attentat qui serait toujours dans la nature. Écoutez-le. Il est possible que le dangereux coupable soit en fuite dans la nature. Et bien sûr, cela est inquiétant pour tout le monde. Je conseille aux gens qui vivent dans cette ville d'être vigilants. Alain Rodier, pas franchement rassurant ça, soyez vigilants. Ah non, c'est sûr, parce que si vraiment cette information est vérifiée, c'est un individu qui est armé, puisqu'il a bien tué le Polonais avec... le chauffeur. Oui, le chauffeur polonais avec une arme de poing ou une arme d'épaule, peu importe. Donc, s'il est dans la nature, il peut très bien essayer de monter une deuxième opération. Il n'a plus rien à perdre, en quelque sorte. Et généralement, alors là, si on se place du côté des terroristes islamistes, ils n'ont terminé leur affaire que quand ils ont rejoint Allah. Donc, en réalité, il faut qu'il meure, à la limite, pour lui. D'ailleurs, vous remarquerez que Daesh n'a pas fait de revendication. Et donc, tous les analystes remarquent une chose, c'est que quand les acteurs ne sont pas morts, généralement Daesh ne revendique pas l'opération. Attend d'en savoir plus, elle aussi, en quelque sorte. Oui, alors ça, il est tout à fait possible que Daesh ne soit pas plus informé. Alors, je dis Daesh, attention, il faut être prudent. Si c'est Daesh, parce qu'on a toujours tendance à oublier Al-Qaïda, que j'appelle canal historique. Je rappelle, c'était tout de même cette organisation qui était à la base des assassinats de Charlie Hebdo. Donc on a tendance à les oublier. Mais si c'est Daesh, effectivement, ils doivent être extrêmement prudents pour vérifier la suite des événements. Mais tant que l'individu n'est pas mort, généralement, il ne revendique pas l'action. Parce que ça peut aussi être ce qu'on appelle un attentat opportuniste, c'est-à-dire peut-être même pas téléguidé de Raqqa ou d'Irak ou de Libye. Hélène Miard-Delacroix là-dessus. Oui, en effet, je pense qu'il faut être très prudent parce qu'il y a eu en Allemagne, si vous vous rappelez, il y a quelques mois, un épisode pendant l'été avec plusieurs attaques, dont une en particulier à Munich avait fait penser qu'il s'agissait d'une attaque terroriste avec un arrière-plan islamiste. C'était un jeune homme un peu déséquilibré, plutôt proche de l'extrême droite, qui avait massacré des gens plutôt musulmans d'apparence. Oui. Donc je pense que là, au point où nous en sommes, il faut être très prudent. En revanche, pour aller dans le sens de ce que vous dites, c'est vrai qu'il y a en Allemagne, tous ces derniers temps, la question de savoir, a-t-on appris les leçons du voisin français, une beaucoup moins grande visibilité de la police. Et quand les Allemands viennent en France, ils sont très frappés
par la présence des policiers que vous décrivez, madame, et la présence même de militaires. Quand vous allez en Allemagne ces derniers temps, à part dans les aéroports où vous voyez un peu de gilets pare-balles, parce qu'il n'y a pas eu de gros attentats comme Charlie ou le 13 novembre ou le 14 juillet. Il y a deux raisons. Il y a en effet qu'il n'y a pas eu d'attentats. Alors ça ne veut pas dire que des attentats n'ont pas été déjoués, ça ne veut pas dire que les forces de police et de renseignement ne soient pas parfaitement au courant de ce qui se passe, mais il y a aussi le fait que, si vous voulez, la population allemande, la société allemande est très civile. On aime assez peu la manifestation de force donc de l'État qui se montre dans sa monture, si vous voulez. Et des militaires en uniforme dans les rues, toujours le souvenir de la guerre? Oui, enfin, il y a un rapport à la chose militaire, si vous voulez, et à toutes ces manifestations de force qui est un petit peu perturbé, pourrait-on dire, en Allemagne, si on peut considérer qu'il puisse être normal de voir dans nos villes aujourd'hui autant de militaires armés. Mais à partir du moment où il n'y a pas eu d'acte qui pourrait le justifier, il est d'avis, en Allemagne, on est d'avis que si on mettait dans les rues ainsi des militaires armés, ça pourrait être plus inquiétant qu'autre chose. Et là, on voit bien qu'il y a un appel à la vigilance, au sang-froid, mais à garder son calme. Et l'opinion pourrait rapidement changer au vu de ce qui s'est passé hier soir? Vous savez, les réactions de l'opinion peuvent être excessives. Ce qui est différent en Allemagne, en France aujourd'hui, c'est quand même l'Allemagne a ouvert les bras pour accueillir beaucoup de personnes qui étaient dans la détresse, qui étaient des réfugiés. S'il est évident, et s'il s'avère que, comme ça a été le cas dans un certain nombre d'actes criminels et d'attentats, qu'il y a un arrière-plan, si vous voulez, de réfugiés, c'est extrêmement blessant pour la population allemande qui a l'impression d'une... Et pour la chancelière Angela Merkel, dont on a reproché l'accueil d'1 million de réfugiés. Tout à fait, mais pour les Allemands qui ont ouvert les bras. Ça commence déjà dans la classe politique allemande, de dire c'est la faute de la chancelière. Bien sûr, et ça c'est en particulier récupéré par le mouvement populiste qui fait du feu de tout bois, et ça c'est du pain béni, si je peux dire, pour les populistes d'extrême droite. Mais je crois qu'aussi dans la société allemande, il y a une forme d'ingratitude qui peut être regrettée dans une partie de la population réfugiée, et on peut espérer, on doit espérer que les gens ne réagiront pas de manière extrême et n'écouteront pas les sirènes de ceux qui disent c'est à cause de tous ces étrangers qu'on a acceptés. Allez-y. Moi, je voudrais ajouter quelque chose par rapport à la population, et notamment en France. Je voudrais quand même dire qu'il est très important. Je pense que la population en France, et je pense que ce sera pareil en Allemagne, est consciente que le danger, il est là. Oui. Et que ça ne va pas s'arrêter comme ça. Mais beaucoup plus qu'en Allemagne, ce que disait Madame, que nous, on est habitués à voir les militaires en armes. On est habitués depuis pas si longtemps que ça, hein, mais oui, beaucoup plus que ça. Et par exemple, le nombre de gens qui s'inscrivent dans des cours de secourisme explose. Les gens sont conscients qu'il faut maîtriser les gestes parce que s'il arrive quelque chose, il faut pouvoir aider. Et moi, je trouve ça rassurant de savoir que la société française, elle reste à la fois solidaire, consciente et lucide, et qu'elle est capable de considérer qu'il faut qu'elle change ses pratiques. En passant par les gestes de secourisme, ça explose dans tous les cours de secourisme, hein, et également les pratiques de self-défense. Donc on a une société française qui est en train de s'armer de l'intérieur. Oui. Parce que psychologiquement, les gens sont lucides. Peut-être deux états d'esprit différents des deux côtés de la frontière. Oui, mais ils n'ont pas été attaqués comme nous l'avons été par Charlie Hebdo, par le 13 octobre ou par le 14 juillet. Oui. Nous, pourquoi l'Allemagne, d'ailleurs, alors qu'elle ne fait pas franchement pleinement partie des coalitions qui bataillent en ce moment en Irak et en Syrie à la Russie, elle fait partie intégrante. Oui, mais n'a pas d'appareil ou de porte-avions. Oui, enfin, vous savez, l'utilité du porte-avions, on pourrait en discuter, mais ça, il faut demander aux Russes à l'heure actuelle. Ils ont des petits problèmes avec leur porte-avions. Non, les Allemands sont partie prenante dans la coalition. C'est vrai qu'ils assurent de la logistique, ils assurent une formation, mais ils fournissent aussi des armes. Donc, pour l'État islamique, franchement, France, Allemagne, Belgique, c'est pareil. Ça n'a aucune différence. Oui, et comme le disait Madame tout à l'heure, à tout à fait juste titre, c'est notre mode de civilisation qui est attaqué. Ce sont les valeurs d'une société, comme l'a dit la chancelière. Nous sommes tous des mécréants du côté de l'Europe de l'Ouest, de toute façon. Mais c'est surtout une société libre, solidaire et ouverte. Et ça, c'est insupportable. C'est insupportable pour un certain nombre de personnes qui ont des visions du monde très, très différentes. De visions intégristes de leur propre religion. Je voudrais quand même dire bien, on ne parle pas des musulmans. Bien sûr. On parle des islamistes, c'est-à-dire un morceau de secte rude qui prend les armes contre d'autres êtres humains. C'est ça dont on parle. Hein. Il ne faut pas mélanger islamistes et musulmans. C'est très important. Et pour rappeler d'ailleurs, ces islamistes, avant les mécréants, c'est-à-dire donc avant nous, leur premier ennemi, c'est les chiites.
C'est-à-dire, c'est vraiment une guerre d'abord à l'intérieur de l'islam, entre effectivement ceux qui sont pour un retour au texte d'origine, les salafistes djihadistes, je ne crois pas trop aux salafistes quiétistes. Et après, contre l'Occident. Mais d'abord, les chiites, c'est vraiment leur objectif premier. Et ensuite, nous, effectivement, les non-musulmans avec tout ce qu'elle représente, point de vue liberté, parce que ça leur échappe totalement. Et c'est insupportable pour leur idéologie. On y revient dans un instant, si vous le voulez bien, juste après le rappel des titres, vous aurez tout le temps de vous exprimer, et on va repartir sur les derniers événements qui nous proviennent cet après-midi de Berlin. À tout de suite. Et retour donc sur cet attentat de Berlin hier soir, 12 morts, 48 blessés, et surtout cette information pour le moins alarmante du chef de la police de Berlin qui dit qu'un homme dangereux, un criminel dangereux est probablement dans la nature, puisque celui qu'on présentait comme le principal suspect, eh bien ce Pakistanais de 23 ans, ne serait pas le bon. Alors, on va en parler à nouveau avec nos invités. Anne-Yvonne Ledin, vous êtes députée socialiste de l'Hérault, vice-présidente de la commission d'enquête relative mise en place après les attentats en France. Hélène Miard-Delacroix, vous êtes professeure à l'université Paris-Sorbonne, spécialiste de l'Allemagne contemporaine. Et puis Alain Rodier, expert en renseignement, directeur adjoint du Centre français de recherche sur le renseignement. Je le disais, c'est extrêmement préoccupant parce qu'en plus, qu'est-ce qu'ont pu révéler par exemple les caméras de surveillance en pleine nuit? Pas grand-chose. On n'a pas tellement de profil dans ce cas-là du véritable responsable de l'attentat si celui qu'on a arrêté n'est pas le bon, Alain Rodier. Heureusement, il y a des caméras qui fonctionnent la nuit. Oui. Donc ça peut se faire. Mais il y a eu effectivement un appel à tous les films, toutes les photos qui ont pu être prises, puisque à l'heure actuelle, c'est un peu à la mode de faire des selfies et autres Essayer de récolter donc, le maximum d'informations. Il faut récolter un maximum d'informations. De toute façon, je fais confiance à la police allemande qui travaille toujours avec énormément de sérieux. Mais là, on est entre deux choses, c'est-à-dire qu'on est dans l'après-attentat pour essayer de comprendre comment il a eu lieu, mais surtout essayer d'éviter qu'il y en ait un autre. Parce que si effectivement il se confirme que l'individu qui a été arrêté n'est pas le terroriste, eh bien l'autre individu, lui, reste dans la nature et armé, donc extrêmement dangereux. On peut penser, Hélène Miard-Delacroix, que c'est la chasse à l'homme en ce moment dans Berlin ? Oh, fort probablement. En même temps, vous savez, c'est compliqué parce que des gens dangereux, il y en a dans la rue, et des gens armés, il peut y en avoir. C'est très très difficile si on n'a pas d'indice de retrouver. Une information qui est assez peu passée sur les médias français ce matin est qu'il y a eu une perquisition dans un centre de réfugiés. Près de Tempelhof, l'ancien aéroport. Donc ils sont éventuellement des pistes. Je pense que là, de notre point de vue, il est très très difficile de supposer ce qui se passe. Je pense que ce qui est intéressant, c'est de réfléchir à la façon dont, quand on voit ces images, nos différents pays sont touchés de la même façon. Et les images de Mme Merkel déposant des fleurs sont les mêmes que nous avons vues en Belgique, que nous avons vues en France à diverses périodes, ce qui montre que cette solidarité qui nous vient du cœur, elle est, je crois, aussi révélatrice non seulement de la nécessité de travailler ensemble, mais de la réalité du travail ensemble. Est-ce qu'on peut envisager aussi que les terroristes se disent, en France, ils ont pris les mesures, là, c'est de plus en plus difficile de faire un attentat, on va aller ailleurs, en Allemagne, où c'est peut-être moins protégé. Oui, c'est vrai, c'est tout à fait juste. Et en même temps, cela peut aussi relever d'une stratégie de terroriser les populations dans les différents pays d'Europe, en touchant des endroits où il y a des gens amassés. On peut se poser la question, est-ce que c'est très symbolique de toucher des marchés de Noël, qui s'appellent en allemand très souvent les marchés du petit Jésus, dans la dimension chrétienne? Oui, ça peut être très symbolique, mais c'est surtout symbolique pour les gens qui sont touchés, parce qu'on peut très bien supposer que ces terroristes, quelle que soit leur motivation, ont pour objectif de toucher des lieux où il y a des gens rassemblés avec des enfants et que ça touche les populations. En France, on a arrêté à temps des terroristes qui s'apprêtaient à faire un attentat sur le marché de Noël de Strasbourg. Mais oui. Et je pense que ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que, quelles que soient d'ailleurs les motivations de ces terroristes, qu'ils soient d'inspiration islamiste, qu'ils soient éventuellement aussi d'une obédience quelconque d'extrême droite ou autre, leur objectif est de... C'est pas pareil quand même. Non, c'est pas pareil, mais l'objectif est quand même le même, c'est de terroriser les populations et de déstabiliser les démocraties. Anne-Yvonne Ledin, là-dessus?
Oui, mais bien sûr que l'objectif c'est ça, mais donc il faut se donner tous les moyens pour. C'est pour ça qu'on a récemment, la semaine dernière, reprolongé l'état d'urgence. On a été critiqué pour ça, et pourtant c'est une évidence. Et ça a été voté à l'unanimité. La majorité, oui, c'est ça. Absolument, il n'y a pas de souci. Mais on a quand même entendu beaucoup, bon, il faudra en terminer. Et en fait, cet état d'urgence, si on fait un état d'urgence permanent, en fait, ça ne fonctionnera pas. Le fait d'avoir à le renouveler régulièrement, ça rappelle à tout le monde que oui, la situation est délicate. Je crains que ça ne dure. Tout à l'heure, on avait Gilbert Collard, apparenté Front National, qui disait ce qu'il faut faire, c'est fermer les frontières. C'est crédible pour vous ou pas? Écoutez, moi, je voudrais quand même signaler que les frontières françaises sont majoritairement montagneuses. Et je ne nous vois pas bien installer un gendarme, un policier ou un douanier tous les 3,50 m dans les montagnes françaises. Parce que c'est de ça dont on parle. Parce que fermer les frontières, on les ferme comment? On fait des murs? On refait le mur de Berlin? La grande question, et là, soit on défend des valeurs qui s'appellent la démocratie, et on y croit, et on pense que c'est la démocratie qui va permettre une prospérité, un accompagnement, un partage, et que c'est ça qui est fructueux et qui va permettre à un monde d'aller vers le mieux. Et je pense que c'est parce que nous sommes des démocraties que nous sommes attaqués. Pour autant, faut-il aller au totalitarisme, et avec des discours qui sont impraticables, quand M. Collard ou Mme Le Pen tient ce genre de propos? La réalité concrète, c'est on fait comment pour tenir nos 3000 km de frontières. Alors, pourquoi l'Allemagne, qui fait aussi partie de la coalition anti-État islamique, que ce soit en Irak et en Syrie, mais à un degré moindre, on l'a dit, que la France, et surtout dans la logistique et l'apport d'armes, et bien on va voir ça avec ce sujet de Florian Litzler. Les mitrailleuses sont allemandes. Les soldats sont kurdes. En Irak, ces combattants peshmerga apprennent à manier ces armes lourdes germaniques. Sous l'œil attentif d'un instructeur au béret rouge, qui lui aussi est allemand. Ils sont entre 4 et 500 formateurs déployés au Moyen-Orient. En plus de centaines de tonnes de matériel, l'Allemagne fournit des conseils. Tout ce qu'un soldat a besoin de savoir sur le champ de bataille, manier son arme, bien viser, l'orientation, se mettre à couvert et tout ce qui est nécessaire pour survivre sur le front. Aucune des unités déployées ne doit participer au combat. À l'image des avions que l'Allemagne a engagés dans la coalition. 6 jets de combat, des Tornados. Ils ne décollent de leur base turque que pour des missions de reconnaissance au-dessus de l'Irak et de la Syrie. Plus de 130 sorties en un an. En mer, un seul navire, cette frégate. Elle patrouille avec le groupe de combat français mené par le porte-avions Charles de Gaulle en Méditerranée. Au total, jusqu'à 1200 Allemands peuvent participer à la coalition. En décembre 2015, 503 députés sur 610 avaient voté pour l'intervention. Les opposants faisaient valoir que s'engager militairement pourrait accroître le risque d'attentat en Allemagne. Alors, pourquoi l'Allemagne, qui est quand même nettement moins engagée que la France dans la lutte contre Daesh, est-elle visée aujourd'hui ? Alors, l'Allemagne est visée comme l'ont été la Belgique et la France, de la même façon. À partir de ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est-à-dire que... Pour les terroristes, il n'y a pas de différence ? Mais il y a une partie d'opportunité, si vous voulez. S'ils se trouvent en Allemagne, eh bien, ils vont toucher l'Allemagne, puisque l'Allemagne représente, comme la France, comme la Belgique, des démocraties, des sociétés ouvertes, où il y a des libertés fondamentales et le respect donc, de ce que les uns et les autres considèrent comme leur tradition et leur mode de vie. Alors, que l'Allemagne soit plus chrétienne dans son apparence extérieure, peut-être au moment de Noël. Mais là, je ne pense pas que ça joue vraiment un rôle. Il y a, alors certains pourront dire, il y a eu aussi en Allemagne beaucoup d'étrangers un peu instables qui pourraient passer à l'acte. Le problème, c'est qu'on va très très vite, si vous voulez, faire l'amalgame entre des réfugiés dont certains ont beaucoup fait l'effort d'apprendre l'allemand, de chercher un travail, etc., et qui se retrouvent mis éventuellement dehors. Montrés du doigt, parce qu'il y a eu, en effet, on ne peut le nier, un certain nombre d'actes violents dont le dernier a beaucoup ému la population en Allemagne, à Fribourg, l'assassinat d'une jeune femme en pleine rue, qui était le fait, en effet, d'un réfugié, mais qui était lui-même manifestement déséquilibré, puisqu'il avait déjà agressé dans et tué une femme. Dans l'opinion allemande, quand Angela Merkel a dit qu'il faut en accueillir 1 million, c'est pas passé tout de même. C'est pas passé, dans quel sens ? Il y a eu beaucoup de critiques là-dessus. Alors, oui et non. C'est-à-dire que là aussi, il faut vraiment reprendre la chronologie. Rappelez-vous, quand Mme Merkel, en septembre 2015, dit « il faut accueillir », elle répond à un mouvement de solidarité dont on a vu parfaitement les images, avec des gens arrivant, les bras chargés de nounours pour les enfants, d'objets, d'aides, de vêtements. Il y a eu, en effet, en Allemagne, ce vrai élan de solidarité envers des gens considérés comme des réfugiés. On a pu très bien l'expliquer à l'époque, de plein de façons. Non pas en
en disant ils veulent trouver des travailleurs qui ne vont pas coûter cher, puisqu'ils ont une population qui est en train de diminuer, mais beaucoup plus parce qu'il y a en Allemagne, par la tradition transmise par les familles, l'expérience du réfugié. Il ne faut pas oublier qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a 12 millions d'Allemands qui ont quitté leur maison, là où ils étaient, pour venir vers l'Ouest. Et donc, cette idée qu'il est de l'obligation de tout humain, qu'il soit chrétien ou pas, d'ailleurs, d'ouvrir sa porte à ceux qui sont dans la détresse, c'est quelque chose qui a été porté par la population. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Mme Merkel a dit « nous allons y arriver », alors que quelques semaines avant, elle avait été très critiquée, puisque sur un plateau de télévision comme celui-ci, elle avait dit à une jeune fille d'origine... je ne sais plus, du Proche-Orient, qui devait partir avec sa famille. « Ah ben oui, ma pauvre petite, on ne peut pas accueillir tout le monde. » Et elle avait reçu à l'époque une pluie de critiques. Mais depuis ce temps-là, il y a quand même énormément de critiques, que ce soit dans les partis politiques allemands ou dans une partie de la population. Jusque dans le parti de Mme Merkel ou dans la coalition de ces partis, surtout la partie du sud de l'Allemagne, bavaroise. Le problème, si vous voulez, c'est que cela, ça permet de fleurir à ce nouveau parti qui est sorti des urnes lors des derniers scrutins régionaux de l'année passée et qui risque de s'installer encore dans le paysage politique dans les prochains scrutins régionaux au printemps et au mois de septembre. D'accumuler les soutiens après de tels drames. Alain Roudier, est-ce que l'Allemagne connaît le même problématique que la France, des djihadistes qui reviennent en ce moment? Oui, bien sûr. Ils ont eu, les estimations, c'est 670 combattants qui sont partis à l'étranger, sur le front syro-irakien. Et donc un tiers serait revenu. Cela dit, je pense qu'ils ont une spécificité, un danger supplémentaire par rapport aux nôtres, et c'est effectivement cette population de à peu près 1 million de réfugiés, et tous malheureusement ne vont pas être bien accueillis, et une partie de cette population peut constituer un vivier où quelques activistes, là, chevronnés, vont venir pêcher, vont venir recruter et créer des réseaux. On vous traite mal, regardez votre situation. Exactement. Et là, ça risque de poser un problème de sécurité. Je sais que les services de renseignement intérieur allemands sont très préoccupés par cette chose-là, parce que d'ailleurs, ça a commencé déjà un petit peu à se faire. Il y a eu des enquêtes qui ont été faites. Il y a des recruteurs sur place. Il y a des recruteurs sur place dans des centres de réfugiés qui essayent de trouver justement ces gens qui sont totalement déçus par ce qu'ils font. Influençables. Et influençables. Et donc, ça va être un point pour les services de renseignement et les services de police à surveiller de très près, de voir que l'on ne crée pas des réseaux dormants qui seront actifs dans les années à venir, parce que je rappelle que ce n'est pas un danger qui va s'arrêter demain, c'est un danger auquel nous avons à faire face pendant des années. Annie-Yvonne Lebin, vous qui avez étudié évidemment à l'Assemblée nationale les attentats de Paris, ça ne va jamais s'arrêter, ces attentats ? Je crains de partager l'opinion de monsieur, c'est que ça va prendre un certain temps. Quand bien même la présence de Daesh en Irak ou en Syrie n'aurait plus lieu d'être, ce serait effondré, ça va continuer en Europe ? En tout cas, le combat en Syrie est nécessaire et important. Et je voudrais aussi dire quand même, avoir une pensée pour l'ambassadeur russe assassiné à Ankara par un policier turc. Et cet homme faisait partie des gens qui étaient dans la médiation pour avancer. Et c'est un ambassadeur russe, ça veut dire qu'aucun pays n'est épargné. Oui, même si on sait que les Russes sont aussi le bras armé du régime de Bachar el-Assad et bombardent à tout va avec des avions sur les populations civiles aussi. Oui, bien sûr, mais c'est aussi très compliqué. La Russie a une attitude plus hégémonique que nos démocraties occidentales, qui passent plutôt par des stratégies d'alliance, même si, je tiens à le rappeler, François Hollande avait tenté, au début des attaques à Alep, de mobiliser les États-Unis et Barack Obama et l'Angleterre pour aller vite. Et bon, ni l'Angleterre ni les États-Unis n'avaient suivi. Je crains qu'on en paye le prix aujourd'hui. Mais c'est comme ça. Il n'empêche que dans cette partie du monde qui s'appelle le Grand Ouest du continent eurasiatique, tout le monde est touché. C'est-à-dire cette forme la Russie appartient à la civilisation occidentale. Notre littérature est russe. On apprend Pouchkine à l'école. On va se recentrer quand même sur ce qui s'est passé hier à Berlin. Je ne voudrais pas qu'on oublie le fait qu'on est dans un questionnement identitaire d'une partie minoritaire d'une population qui a des armes, qui dispose d'armes, qui a accès à des champs de pétrole, qui travaille également sur des flux financiers qui arrivent et qui circulent par ce qu'on appelle le deep web. C'est la guerre de deux idées de la civilisation.
Oui, et une idée qui est partagée, ça s'appelle la démocratie, et une idée qui est totalitaire et qui veut s'imposer au monde, et qui aujourd'hui gère des territoires, et le seul moyen d'aboutir, c'est d'attaquer massivement à l'endroit où on va aujourd'hui, c'est-à-dire en Syrie et en Irak. Oui, on est présent en Irak pour combattre, hein, nos armées y sont, nos soldats y sont, et en même temps, on va continuer cette vigilance constante. En France, c'est fait. On aura encore des En France, c'est fait. Vous ne craignez pas de nouveaux attentats possibles quand même pendant les fêtes? Je viens de le dire, on aura encore des incidents, j'en suis certaine, voire des accidents. Il faut être lucide. C'est pour ça que je me félicite que la population en ait conscience et se forme au secourisme et se forme et accepte que dans les écoles... Mais quand un Bruno Le Roux, par exemple, ce matin en visite au marché de Strasbourg, dit qu'il faut continuer à s'amuser, il faut continuer à faire la fête, et de toute façon, on ne peut pas élever encore un peu plus le niveau de sécurité tellement il est déjà haut. Il a raison de dire ça? Mais on ne peut pas demander aux gens de se confiner chez eux, ce serait céder. Et d'ailleurs, je vois qu'à Berlin, le peuple allemand à Berlin est retourné au marché de Noël. Ils ont refusé de céder. C'est très important, parce que si la population se replie, ils auront gagné. C'est la grande question politique, elle est là. Elle n'est pas que politicienne, ou elle n'est pas que dans la mobilisation des administrations, fût-elle l'armée et la police. Elle est dans une conscience générale qu'il faut sauver un modèle politique qui s'appelle la démocratie. Alors justement, on va retourner à Berlin, voir ce qui s'y passe en ce moment, alors qu'on voit toujours ces images d'Angela Merkel qui rend hommage aux victimes d'hier soir. On va aller retrouver Magali Barthès sur place. Angela Merkel est arrivée tout à l'heure sur les lieux de l'attentat, accompagnée du ministre des Affaires étrangères, du ministre de l'Intérieur, du maire de Berlin. La chancelière est allée déposer une gerbe à l'endroit de l'attaque. Elle s'est recueillie quelques minutes, puis a fait quelques pas pour mieux comprendre, réaliser ce qui s'était passé hier soir ici. Une foule d'anonymes continue pendant ce temps à déposer des fleurs, des bougies. Une Allemande qu'on a rencontrée tout à l'heure nous disait que les Allemands avaient beau se préparer à un attentat de ce type, le choc est immense. Elle espérait une chose, que cette attaque n'empêcherait pas les Berlinois de continuer à vivre comme avant. À 18h maintenant ce soir, une messe est prévue dans l'église du souvenir, cette église qui est restée debout après les bombardements de 1945. Rendez-vous ensuite porte de Brandebourg. Le maire de Berlin a donné rendez-vous à tous les Berlinois pour un moment de recueillement national. Les forces de police vont être augmentées dans la ville de Berlin. La sécurité renforcée autour des marchés de Noël. C'est ce qu'a annoncé tout à l'heure le chef de la police. Alain Rodier, on a un peu l'impression, c'est terrible ce qu'on va dire, mais qu'il a fallu qu'un tel attentat pour augmenter les forces de police, pour mettre en place un certain nombre de sécurités différentes, peut-être des plots en béton, comme on l'a fait par exemple sur les marchés de Noël en France, et qui n'existait apparemment pas en Allemagne pour stopper un tel attentat suicide. C'est votre opinion ou pas? Oui, alors en Allemagne, il faudrait être sur le terrain pour voir si vraiment ce qui s'est passé. Visiblement, il n'y avait rien pour arrêter ce camion, oui, comme c'était le cas à Nice d'ailleurs, le 14 juillet. Hein. Oui, voilà. Donc, mais c'était aussi un poids lourd de plus de 30 tonnes, je crois. 25 tonnes de pièces métalliques. Voilà, donc c'est très difficile à arrêter, même avec des plots en béton. Bon, voilà. Bon, ça peut dissuader les terroristes de se dire ça risque de pas marcher. Ça peut, voilà, contre ce type d'attentat. Maintenant, il y a d'autres sortes d'attentats qui peuvent avoir lieu. Bon, malheureusement, nous ne sommes pas totalement à l'abri. Mais je voudrais souligner aussi quelque chose, parce qu'on dit toujours que Daesh est sur le recul. On est en train d'écraser Daesh. Excusez-moi, mais pour moi, c'est faux. C'est faux. Daesh n'est pas en train de perdre sur le terrain. Bon, je sais que je vais choquer. Il est en train d'évoluer, c'est-à-dire de changer. Il est très manœuvrant. C'est-à-dire que là où il sait qu'il ne peut pas s'opposer, il ne lutte pas, il ne combat pas, il s'exfiltre et il va ailleurs. On le voit bien d'ailleurs avec la contre-offensive sur Palmyre. Il a repris Palmyre parce que justement les forces de sécurité syriennes, russes, afghanes présentes sur place également étaient occupées ailleurs. Avaient abandonné un peu la bataille de Raqqa, elle est loin d'être commencée. Parce que bon, on ne rentrera pas dans le détail. Et quant à Mossoul, c'est loin d'être gagné. Oui. Parce que pour le moment, disons que les forces irakiennes ont fait le plus, excusez-moi l'expression, facile, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés jusqu'aux portes de la ville, ils sont rentrés dans la partie qui était la moins défendue, mais maintenant, ils ont à faire
au dur. Et là, Daesh ne va pas se laisser faire. Et on parle donc aussi la des guerre bases n'est arrières en pas Libye. terminée. Base arrière en Libye aussi. Oui, et on peut parler de la base arrière en Libye, mais là, disons qu'ils subissent. Alors c'est très curieux parce qu'en Libye, mais je ne veux pas rentrer dans le détail, c'est pas le sujet, le premier ennemi de Daesh en Libye, c'est Al-Qaïda. S'il n'y avait pas Al-Qaïda, Daesh serait beaucoup plus puissant. Donc ils se font la guerre entre eux, entre terroristes. Tout à fait. Et s'il n'y a pas eu de liaison entre Boko Haram, parce qu'on en a beaucoup parlé à un moment, et Daesh qui était en Libye, c'est parce qu'entre les deux, il y a qui? Il y a Al-Qaïda, Al-Qaïda au Maghreb islamique. Vous êtes en train de nous islamique. dire qu'en quelque sorte, Al-Qaïda nous rend service? Absolument. De façon indirecte. C'est terrible à dire. C'est pas du tout nos amis. Loin de là. Ce sont nos ennemis. Je rappelle, ce sont ces gentils jeunes gens qui ont fait le 11 septembre, qui ont fait Madrid, qui ont fait Londres et qui ont fait Charlie Hebdo. Donc ce sont également nos ennemis. Mais quand ils s'entretuent entre eux, bon, eh ben, on en tire les bénéfices. On ne va pas pleurer non plus. Mais on ne peut pas compter sur ça quand même. Hein. Oui. Donc, mais par contre, il faut vraiment céder rien, nulle part. Mais c'est votre avis aussi, vous qui êtes vice-présidente de la commission d'enquête sur les attentats, que Daesh est très loin d'être à terre? Oui, on l'a vu avec l'histoire de Palmyre, monsieur a raison. Et puis la concentration des forces russes sur Alep avec, avec les forces syrienne n'a rien arrangé. C'est quand même un massacre auquel on a assisté, donc il faut être lucide. Et donc, ils sont allés sur Palmyre à ce moment-là, ils ont repris Palmyre. Il y a la question de Mossoul, vous l'avez évoqué. Donc, on est véritablement dans une guerre qui est difficile. Il ne faut jamais oublier non plus qu'on est au milieu du désert. Et le désert, c'est pas un endroit où on voit. C'est au contraire un endroit où on se cache très très facilement, où il est très difficile de vivre, mais on se cache très facilement. Donc non, rien n'est gagné. Et rien n'est gagné ni sur nos territoires européens. C'est un combat sans fin ? Ça va durer 30 ans. 30 ans ? Oui. Un combat de longue haleine. Merci à vous tous d'être venus témoigner sur LCI cet après-midi, alors qu'on attend donc maintenant à 18h cette cérémonie à l'église du souvenir et qu'Angela Merkel tout à l'heure est allée se recueillir dans cette même église et avant devant ce monument aux victimes de l'attentat d'hier soir, monument improvisé. Dans un instant, le journal sur LCI.